Bonjour mesdames et messieurs, au micro Rayon Winston, ville de Los Angeles, Californie. Nous appellerons notre conversation d'aujourd'hui soit le monde de la semaine, soit les résultats d'une semaine remarquable. Et nous allons d'abord parler du remarquable Newt Gingrich, de la façon dont il a, à son époque, maîtrisé les Clinton, de ce qui a changé à la suite de la signature, mais pas encore de la ratification de l'accord sur les minéraux. À propos du célèbre Billy Meiré à qui il a mis une raclée en pleine figure, eh bien virtuellement. En parlant de l'ancienne présidente du Congrès, de la menace envers Poutine, et nous parlerons aussi de la fascisation de l'Europe, la fascisation au nom de la démocratie. Je tiens à rappeler que nous avons désormais du contenu sponsorisé, c'est-à-dire pour 4 $ par mois. Vous pouvez voir des vidéos plus détaillées, participer à des discussions avec l'auteur, avec moi donc, ainsi qu'à toutes sortes d'autres choses qui me semblent intéressantes. Et nous avons également ouvert, pour les Russes qui aimeraient avoir ce contenu sponsorisé mais qui ne le peuvent pas, une chaîne par laquelle ils peuvent le regarder. Tout ce que nous montrons en complément de nos émissions habituelles. Alors, le monde pour une semaine merveilleuse. Commençons par vous présenter une autre personne très intéressante. Il s'agit de Newt Gingrich. La plupart d'entre vous l'ont probablement juste vu à la télévision, mais ne savent pas vraiment qui il est. Donc, laissez-moi vous en dire un peu plus, car c'est une histoire intéressante. Historien de formation, il a enseigné à l'université. En 1978, il a décidé d'entrer en politique et a été élu au Congrès des États-Unis. Je crois qu'il a été le premier républicain de son État ou le premier républicain de son district, en tout cas depuis la création de ce district. Quand Bill Clinton a été élu président, pendant les 2 premières années, les démocrates avaient la majorité au Congrès et au Sénat dans les 2 chambres. Et ils ont adopté de nombreuses réformes anti-entreprises, et cela a immédiatement eu un impact sur l'économie. Gingrich, étant au Congrès à cette époque, a rédigé le programme du parti, l'a appelé le contrat avec l'Amérique, et a commencé à parcourir le pays avec. De plus en plus d'hommes politiques républicains, naturellement, signaient ce contrat. Et le peuple a tellement aimé ce programme de Gingrich qu'au milieu de la présidence de Clinton, c'est-à-dire 2 ans après que Clinton soit devenu président, ils ont évincé un grand nombre de démocrates du Congrès et du Sénat. Et l'une comme l'autre, ces 2 institutions sont devenues républicaines. Gingrich a alors été élu 50e président de la Chambre des représentants. Il est allé à la Maison-Blanche et lors d'un entretien en tête-à-tête avec Clinton, il lui a dit « Bill, si tu veux qu'on se souvienne de toi comme d'un grand président, contente-toi de signer les projets de loi que je t'apporterai. » Après cette conversation, Clinton a fait une déclaration depuis le bureau ovale à l'ensemble du pays. Il a dit « Le peuple s'est exprimé, je l'ai entendu, comme il l'a déclaré. » C'est-à-dire clairement et fortement. Et je suis prêt, avec Newt Gingrich, à améliorer votre vie. Le boom économique, l'essor sous Clinton, dont on parle encore aujourd'hui, incroyable, voilà un président incroyable. Parce qu'en réalité, tout ça, ce n'était pas Bill, et encore moins Hill, c'était Gingrich, Newt Gingrich. En quittant la politique, Newt a écrit il a écrit beaucoup de livres, des romans, il a écrit plusieurs romans historiques, du genre « Et si, qu'est-ce qui se serait passé si ?» Donc, l'Allemagne aurait gagné là-bas. Et ici, César n'a pas été tué, mais Rome a été détruite. Bon, je ne dis pas que c'est comme ça que s'appelait en ses livres, j'essaie juste d'expliquer ce qu'il faisait. Il a écrit plusieurs romans qui ne sont pas vraiment de la science-fiction, mais plutôt des histoires de vie, bien qu'on puisse les qualifier de science-fiction. C'était une recherche historique approfondie, mais sous une forme originale et intéressante. Et aussi Newt écrit des livres pour enfants et commente la politique sur différentes chaînes de télévision. Voici son entretien sur Fox. Oui, rapidement, Newt. Nous n'avons pas le temps de lancer l'extrait sonore.
Mais hier, le président a parlé de l'importance de cette rencontre au Vatican avec Zelensky pour conclure un accord sur les minéraux avec l'Ukraine. Comme c'est ironique qu'au Vatican, dans le plus grand dôme du monde que nous ayons sur toute la planète, ils aient conclu un accord pour mettre fin à la guerre. Costard a été ambassadeur au Vatican, je m'en souviens, et je pense que le pape François aurait trouvé cela merveilleux. François aurait trouvé cela merveilleux qu'un pas vers la paix ait été fait dans la basilique Saint-Pierre. L'image emblématique montre les deux assis au centre de la basilique Saint-Pierre. Et je vais vous dire, c'est un signal pour Poutine, toute sa stratégie stupide s'effondre. Au lieu d'avancer vers la frontière européenne de l'Ukraine, il aura maintenant des Américains travaillant sur les minéraux à la frontière russe. C'est le contraire de ce qu'il voulait et la situation va empirer plus il évite les troupes. Cela incarne vraiment la pensée non conventionnelle que l'administration et bien sûr le président lui-même possèdent. Il pense de manière non conventionnelle. Un accord avantageux qui crée une paix que l'administration précédente n'a pas pu trouver. Newt Gingrich, nous devons terminer. Merci beaucoup. Un point de vue intéressant. Poutine voulait que l'OTAN et les Américains soient aussi loin que possible. Et maintenant, il aura les États-Unis extrayant des minéraux pratiquement à la frontière avec la Russie, en passant à l'accord sur les minéraux. Si la Rada ukrainienne ratifie, alors les États-Unis deviendront le partenaire de l'Ukraine dans le développement de ses ressources naturelles et mèneront les négociations avec le Kremlin d'une manière différente. Ils sont très mécontents que Zelensky ait rejoint. Le Kremlin réagit à cet accord, à ce nouvel accord sur les ressources minérales, en publiant une déclaration dans laquelle il est dit que le président a amené le régime de Kiev à une impasse, jusqu'à ce qu'il soit obligé de payer l'aide américaine avec des ressources minérales. Maintenant, ils devront payer les livraisons militaires avec la richesse nationale d'un pays en voie de disparition. À Poutine, qui a intensifié les bombardements, on a dit « Nous avons envoyé de nouvelles armes en Ukraine. Et nous arrêterons, si tu ne te calmes pas, d'être une partie neutre, et nous déciderons comment nous allons agir. » Son rôle de médiateur direct. Les États-Unis réduisent actuellement leur rôle en tant que médiateur direct dans les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Tout cela après que le président russe, Vladimir Poutine, a rejeté la proposition de cesser le feu. Bien, Tammy Bruce, porte-parole du département, s'est jointe à nous. Alors, que se passe-t-il ici et que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, permettez-moi de vous corriger sur un point, sur une dynamique. Ce que le secrétaire d'État a dit à plusieurs reprises, ce que j'ai également dit et ce que le président a dit, c'est que s'il n'y a pas de progrès, s'il n'y a pas de véritable dynamique, de résolution concrète et de solution à ce conflit, alors notre rôle changera. Certains médias ont présenté cela comme un abandon de l'Ukraine ou un abandon du processus, mais ce n'est pas vrai. Si cela arrivait, et bien sûr, cela dépend du président et du secrétaire d'État. Si nous ne voyons pas de progrès maintenant, qui est entre les mains des parties ukrainiennes et russes? Alors, notre rôle prendra une autre position. Car actuellement, bien sûr, nous jouons le rôle de médiateur et nous courons partout au premier appel. Il s'agit de mettre fin au carnage, à cet échec indécent qui se déroule dans cette dynamique. Pour que ce soit clair, ce que dit Tammy, celle que vous venez de voir à l'écran, c'est la position officielle de la Maison-Blanche. Elle était l'une des meilleures analystes à la télévision et maintenant elle représente. Selon les rumeurs, on lui prédit des rôles plus importants dans l'administration, même s'il a été demandé d'aller au Pentagone en tant que porte-parole. Ce n'est pas pour rien qu'elle a dit « Le président, le ministre et moi, d'habitude, les porte-paroles ne parlent pas comme ça. Un porte-parole ordinaire ne présenterait pas ce matériel ainsi. » Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit à propos de ce trait? Ligne haut, nous avons beaucoup à faire, nous n'avons pas l'intention de jouer à vos jeux stupides. Encore un peu et nous cesserons d'être des modérateurs. Et là, on nous a arrêtés disant que cela dépend du secrétaire d'État et du président. Mais le fait est que vous avez soudainement envoyé en Ukraine pour 50 millions de dollars d'armes. C'est la première fois que ce n'est pas la fin des livraisons qui avaient été faites sous Biden, mais la première fois qu'un président, la livraison dit déjà quelque chose.
Programme. L'interview a été réalisée par le Premier ministre hongrois Orbán. Donc, la chose la plus importante que nous devons comprendre, c'est que la guerre continue. Et tant que l'Europe ne se détournera pas de la guerre et ne prendra pas le parti de la paix, toute l'économie européenne continuera de souffrir. Et maintenant, il y a une initiative de paix parce que les Américains avancent. Nous devons faire une chose, soutenir les Américains et permettre à la paix de s'installer le plus rapidement possible. Et alors, je pense que ce serait la même chose, mais ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. Les dirigeants européens veulent toujours la guerre, et ils ont décidé que, malgré les Américains, ils continueront à soutenir l'Ukraine dans la guerre. En fait, ils essaient de faire obstacle à l'initiative de paix réussie du président des États-Unis. Je pense que c'est une erreur parce que nous devons voir, et cela arrivera, mais d'ici là, nous perdrons beaucoup d'argent. Nous devons comprendre que sans les États-Unis, nous ne pouvons ni financer ni soutenir l'armée ukrainienne, ni l'économie ukrainienne. J'ai entendu le président ukrainien de mes propres oreilles, parce que cela s'est produit au Conseil européen. Le président ukrainien a personnellement déclaré qu'il voulait une armée d'1 million d'hommes, une armée d'1 million de soldats dans un avenir proche, mais qu'ils n'ont pas un sou pour la soutenir. Et ils ne demandent pas, ces Ukrainiens, ils exigent de l'Union européenne que, si les États-Unis ne donnent pas d'argent, alors que l'armée ukrainienne d'1 million d'hommes soit soutenue par l'Europe, parce qu'ils estiment qu'il est avantageux pour eux d'avoir une telle armée. Cela nécessitera donc une somme d'argent considérable. L'Ukraine veut créer une armée d'1 million de militaires, mais elle n'a pas l'argent pour la créer et l'entretenir. C'est pourquoi Zelensky, comme l'a dit Viktor Orbán, ne demande pas mais exige de l'argent. Le célèbre animateur et comédien Bill Maher a invité l'ancien président du Congrès pour une interview. Maher vient juste d'être invité à Mar-a-Lago et a chanté les louanges de quelqu'un que les libéraux détestent. Mais il a reçu beaucoup de boue et de saleté, et il a décidé d'essayer de se justifier devant le public et de dire plein de choses désagréables. 7%, c'est 500 points de baisse. L'économie s'est contractée pour la première fois en 3 ans. La valeur du dollar a chuté de 10%. La confiance des consommateurs a baissé et le volume du transport de marchandises commence à diminuer. Tout est perdu, le monde est au bord de l'effondrement. Ce sont des commentaires de podcast vétérans. Le travail de Bill Maher consiste à convaincre son public fou qu'ils ne sont pas si fous que ça et il ne s'en sort pas très bien. Parce que nous voyons à quel point l'économie va bien en ce moment. Nous voyons à quel point l'inflation a baissé, les prix des œufs, de l'essence, tout s'améliore. Vous avez un peu plus d'argent dans votre portefeuille pour aller acheter, je ne sais pas, quelque chose pour votre 2e amendement. Jamie Dimon dit que le meilleur scénario, c'est qu'une récession supprime 20 000 emplois parce qu'ils s'attendent à moins de colis livrés. Même chez McDonald's, il y a une baisse de 3 à 6%. Goldman Sachs dit « Nous connaîtrons la plus faible croissance économique et la plus forte inflation parmi tous les grands pays en 2025. » Et maintenant, la réponse de Kevin, qui n'a jamais vraiment eu raison, ou peut-être un libertarien, Dieu nous en garde, ou un défenseur du marché libre. Il est quelque part, juste un peu à droite du centre. Nous ne nous trompons pas tous, mais c'est ce moment où il y a quelque chose que vous n'avez pas mentionné. C'est le marché boursier qui, pour la première fois en 9 jours consécutifs, est en hausse. Cela s'est produit seulement 8 fois au cours des 25 dernières années. Où tu es descendu d'un niveau, mais tu n'as pas été chaque jour pendant 9 jours d'affilée. Cela n'est arrivé que 31 fois en 97 ans. Oui, nous comprenons que les tarifs sont négociables et qu'ils ne resteront pas tels quels. Je pense que les gens constatent que les investissements sont rentables. Les chiffres de l'emploi d'aujourd'hui ont dépassé les attentes. Et si l'on réfléchit aux chiffres de l'emploi, l'emploi a augmenté malgré la suppression de 9 000 emplois dans le secteur public grâce à la progression du secteur privé. Donc cela crée un déséquilibre. Mais vous voyez en quelque sorte une petite lumière au bout du tunnel. Maintenant, s'il concluna dans les 60 prochains jours quelques accords commerciaux, les accords commerciaux approchent. l'Amérique, elle est le consommateur du monde. Regardez autour de vous,
Quand vous conduisez, il y a des gens qui demandent de l'argent. L'Amérique est le seul pays au monde où il y a des sans-abri. Souffrent d'obésité, où les pauvres souffrent d'obésité. C'est en partie à cause de leur alimentation. Eh bien, la RFK essaie de corriger cela en réduisant les tickets alimentaires ou en limitant ce que l'on peut acheter avec ces tickets. Soda, sucre, barres chocolatées, toute cette malbouffe. Pendant ce temps, en Europe, l'attaque contre la liberté se poursuit. Pour la deuxième fois, un parti d'opposition allemand a été reconnu comme extrémiste. Plus de 20% des Allemands ont voté pour eux. Tous sont désormais considérés comme des terroristes. Et ils continuent. C'est-à-dire que le parti au pouvoir fait la même chose que ce qui s'est passé en Amérique. Il élimine ses concurrents. Cela s'est produit après que les services de renseignement allemands ont officiellement classé le parti alternatif pour l'Allemagne comme d'extrême droite. Et cela malgré leur succès aux élections. L'Office fédéral pour la protection de la Constitution d'Allemagne a établi cette classification après une enquête de 3 ans, qui a abouti à un rapport de plusieurs milliers de pages sur le parti AfD. Cependant, le timing de cette décision est particulièrement inquiétant. Le parti AfD occupe actuellement 152 sièges au Parlement allemand. Ayant obtenu 28% des voix aux élections fédérales en février, cela fait d'eux le deuxième plus grand parti du pays. Cette classification accorde aux autorités allemandes des pouvoirs élargis pour surveiller et espionner l'AfD et ses membres par des moyens qui ne sont généralement pas accessibles aux organisations politiques. Les dirigeants de l'AfD, Alice Weidel et Tina Krupa, ont répondu en qualifiant cette décision de clairement motivée politiquement et de coup sérieux porté à la démocratie allemande. Le technomilliardaire américain Elon Musk s'est exprimé à propos de cette controverse, déclarant qu'interdire l'AfD, un parti centriste populaire en Allemagne, serait une attaque extrême contre la démocratie. La classification n'interdit pas directement le parti, mais le soumet à une surveillance accrue et à des restrictions potentielles qui pourraient entraver son activité politique. La correspondante politique allemande, Clara Arab-Pfeffer, a expliqué que l'agence de renseignement avait découvert que l'AfD était fondamentalement opposée aux principes démocratiques de notre constitution allemande. Elle a ajouté que le parti est accusé de tenter d'exclure des groupes entiers, en particulier les personnes issues de l'immigration et les personnes pratiquant l'islam. Pour la première fois dans l'histoire contemporaine allemande, un parti avec une représentation fédérale a obtenu une représentation. Une telle désignation, ce qui crée Un précédent qui peut changer l'opposition politique dans le pays. L'ADG a obtenu un appui important dans l'est de l'Allemagne, dans les régions où de nombreux électeurs se sentent marginalisés par la politique dominante et sont préoccupés par la politique migratoire. Les critiques de cette décision soulignent que l'utilisation des services de renseignement d'État contre les partis d'opposition va à l'encontre des valeurs démocratiques que l'Allemagne affirme soutenir. Alors, que s'est-il passé ? les Allemands vivant sur le territoire de l'Allemagne de l'Est, eh bien, ils ont déjà expérimenté le socialisme une fois et n'en veulent que plus sous aucune forme. D'ailleurs, que font tous ces pseudo-intellectuels russophones qui, avec enthousiasme, saluent la redistribution de ce qui a été volé aux riches? Au fait, qui sont ces riches? Aujourd'hui, nous prononçons ce mot, alors voyons qui sont ces riches. S'agit-il de ceux qui, comme au Moyen-Âge, ont acquis leur richesse par l'épée, le feu ou d'autres moyens similaires? Ce sont des personnes qui, elles-mêmes ou leurs parents, ont créé quelque chose que beaucoup de gens voulaient obtenir, des produits, des idées, des services. Et ils l'ont fait si bien qu'un très grand nombre de personnes leur ont donné leur argent en échange de ce qu'ils proposaient. Voilà ceux qui se présentent comme des défenseurs de la démocratie, alors qu'en réalité ce sont des complices et des propagandistes des voleurs. Et ils veulent leur prendre leur argent et leurs biens pour les donner à quelqu'un d'autre. Et aussi, comme on dit, pour que ça coule sur leur moustache et qu'il en reste un peu dans leur bouche. Mais les Allemands se sont révélés plus intelligents que nos pseudo-intellectuels et ne veulent pas marcher une deuxième fois sur le même râteau. En Allemagne de l'Ouest aussi, il y a ceux qui comprennent à quel point tout socialisme est horrible, mais ils sont nettement moins nombreux, c'est pourquoi ils votent plus massivement pour ce parti sur le territoire de l'Allemagne de l'Est. Dans la partie Ouest, ils voient comment des millions de musulmans ont été introduits dans le pays,
à qui on a donné d'énormes ressources volées à la population autochtone. Et ils ont pratiquement placé ces nouveaux arrivants au-dessus de la loi. Il existe de nombreux exemples que je ne détaillerai pas ici. C'est exactement la répétition de ce qui s'est passé sous Obama et sous certains autres présidents américains. Certains dormaient aussi pendant leur mandat. Ou peut-être que c'est chez nous la répétition de ce qui s'est passé chez eux. En tout cas, nous avons réussi à chasser nos bandits de la Maison-Blanche. Mais en Europe, en Allemagne, ce processus n'est pas encore terminé, ni d'un côté, ni de l'autre. Désormais, les autorités allemandes auront des bases légales pour surveiller les communications de l'AfD, infiltrer leurs réunions et collecter des données sur les membres et les partisans. Reste la question de savoir si la démocratie peut survivre lorsque les organes d'État ciblent l'opposition. Des partis ayant obtenu plus d'un cinquième des voix des électeurs. Certains analystes politiques suggèrent que cette mesure pourrait en réalité renforcer l'AfD. La Maison-Blanche des États-Unis considère cela comme un reflet miroir de ce qui s'est passé chez nous et n'en est pas ravie. Par le département d'État, exprimant une vive préoccupation concernant les libertés démocratiques. Pour les citoyens allemands qui ont voté pour l'AfD, cette classification signifie en fait que leur choix politique est désormais considéré comme extrémiste par leur propre gouvernement. À mesure que cette situation évolue, le monde observe si les actions de l'Allemagne seront considérées comme une défense de la démocratie ou comme une atteinte aux principes mêmes qu'elle prétend protéger. Alors, mesdames et messieurs, la semaine n'a pas été de tout repos. Les marchés boursiers sont en hausse. D'ailleurs, les fonctionnaires qui ne font que chauffer leur siège sont licenciés. La production s'étend et l'essence baisse de prix. Au fait, je me suis trompé la dernière fois en disant un chiffre rond. 98 par gallon en moyenne dans le pays. Mais malheureusement, il n'y a pas de 2 entiers 98. Et il est possible que cela ne descende jamais à un entier 98. Eh bien, qui sait, les œufs sont 30% moins chers, les produits alimentaires sont 30% moins chers, il n'y a presque pas d'inflation. L'Ukraine est toujours en guerre avec la Russie, le Hamas n'a pas encore été détruit, l'Iran continue de développer des armes nucléaires. Mais la Russie est en crise, et la Chine a d'énormes problèmes. Et il n'est pas clair comment cela pourrait se terminer pour le Parti communiste et pour sa direction actuelle. Là-bas, la lutte est déjà en cours, et nous attendons les 2 premiers accords de libre-échange, évidemment avec l'Inde. Eh bien, là-bas, en vérité, ils ont maintenant d'énormes problèmes avec le Pakistan, avec le Japon, avec la Corée du Sud. Et si les Britanniques ne sont pas complètement idiots, eh bien, respectivement, avec eux aussi. J'espère qu'avant la fin du mois de mai, nous verrons au moins 2, voire peut-être 3 de ces accords. 500, ici la mi-juin, il sera clair ce qui se passe avec le projet de loi qui déterminera s'il sera possible de tourner le pays vers le socialisme, à l'imitation de l'Europe, ou vers le libre marché. Le projet de loi est discuté parallèlement au Congrès et au Sénat. Ensuite, il passera à la discussion générale, pas la condamnation, ainsi que l'introduction de modifications entre les 2 chambres et la Maison-Blanche. La Maison-Blanche est déjà impliquée et prendra une part directe et naturelle à ce stade. Si tout se passe bien, il sera ratifié au Congrès en juillet et transmis pour signature au président. De juillet à la fin octobre, les résultats de cette loi seront déjà visibles et les républicains iront aux élections avec des victoires, des gens et des réalisations. Mais si le projet de loi est longuement débattu et que ce n'est qu'à la fin de l'été, en septembre peut-être qu'il sera signé, alors il est probable qu'il n'y aura pas encore de résultats visibles avant les élections. Et l'opposition pourra jouer sur les promesses non tenues, la détérioration des dépôts de retraite. Eh bien, parce que, pour ainsi dire, les actions, en fait, pour le moment, sont encore en bas. C'est pourquoi les gens avaient, disons, 4 millions dans leur retraite. Maintenant, il y en a 3 millions, je ne sais pas, 3 millions et demi, mais de toute façon, c'est devenu moins. Oui, sur le papier. La détérioration des dépôts de retraite et les problèmes internationaux pourraient leur permettre d'obtenir la majorité au Sénat et au Congrès. Et alors, adieu les réformes. C'est pourquoi le mois prochain est si important, tant pour la guerre en Ukraine que pour les relations précieuses avec le monde, et pour l'ensemble du programme de redressement du pays.
vers la liberté du marché, la liberté d'expression et la liberté d'être soi-même, réellement. Il reste encore une question que nous n'avons pas abordée. Alors, qui a frappé le port maritime iranien de Bandar Abbas ? Le général Amir Avivi, un général israélien de réserve, a déclaré dans une interview qu'un dépôt de carburant pour missiles balistiques avait explosé et il a sien ajouté « de tels dépôts n'explosent pas d'eux-mêmes ». Et là-bas, il y a eu 70 morts, plus de 1000 blessés. Autrement dit, c'était une frappe très sérieuse. En même temps, des bombardiers israéliens ont mené 20 frappes contre des installations militaires en Syrie. Le prétexte était le meurtre de Druze, et la raison, c'est qu'en Syrie, l'une des factions qui dirige actuellement était auparavant affiliée à Al-Qaïda. Et les Israéliens veulent les affaiblir autant que possible, et en plus de cela, expliquer qu'ils peuvent les atteindre où et quand ils le souhaitent. C'est pourquoi ils ont d'abord mené une attaque démonstrative près du palais présidentiel, où se trouve actuellement le quartier général de ces gars-là, puis ils ont frappé des installations militaires. Selon le moniteur militaire syrien, l'armée de l'air israélienne a effectué plus de 20 frappes aériennes dans tout le pays. Les médias d'État syriens ont rapporté que Tsahal avait mené des frappes aériennes près de la capitale Damas, en périphérie de Harasta, ainsi que dans les quartiers ouest de Hama et de Latakié. Les responsables syriens ont condamné l'attaque près du palais présidentiel comme une escalade dangereuse. À ceux qui pensent que quelque chose ne va pas dans leur vie, réfléchissez au nombre de personnes qui vivent en guerre, dans la pauvreté, dans la faim. Et essayez de vous expliquer à vous-même que vous devez être satisfait et heureux. À la veille des défilés et des feux d'artifice de la victoire, le Kremlin a proposé, unilatéralement d'ailleurs, une trêve de 2 jours. C'était une idée plutôt étrange, selon moi. Mais passons. Il veut célébrer avec les généraux, les invités et l'élite russe une journée que toute la propagande russe considère comme le point culminant. On peut dire que là-bas, le peuple aussi, tout comme à l'étranger, regarde et écoute ce qui se passe. Donc, au Kremlin même, sur la place là-bas pour ainsi dire, et dans tous ces palais et salles de réception. Les discours sont télévisés, présentant les invités dont le meilleur ami de la Russie, le président chinois Xi Jinping. Les missiles traversent la place, sur la place rouge, les chars aussi. Quelque chose de très secret, ou simplement une maquette censée représenter quelque chose que Poutine veut montrer au monde, pour faire peur. Poutine a besoin de cette trêve pour se distraire pendant 2 jours, puis recommencer à bombarder l'Ukraine. La question est, l'Ukraine a-t-elle besoin de cette trêve de 2 jours, quand les États-Unis et la direction ukrainienne? Les États-Unis et l'Ukraine ont proposé un cessez-le-feu d'1 mois, mais la Russie a refusé, ne voyant pas l'intérêt d'une telle mesure. Il existe une opinion opposée sur le fait que les avis proposés sur ce que l'Ukraine doit faire, en réalité. Eh bien, j'étais curieux d'écouter et de savoir ce que vous, messieurs, en pensez, parce qu'il y a, disons, une option comme celle-ci, bombarder, bombarder, bombarder jusqu'à ce que... Ensuite, le défilé commence et donc, essayez d'y envoyer autant de drones, d'avions ou autre chose que possible ou de commettre un attentat et de provoquer une explosion directement sur la place. Et la deuxième option, c'est de ne pas toucher à la place. Parce que, au minimum, il y a plein de civils là-bas. Oui, voilà. Frapper quelque part à Moscou, dans un autre endroit quelconque, et la troisième option, bombarder, pour ainsi dire, avant le début de ce fameux défilé, et ensuite laisser tomber et ne pas le faire. Au fait, non, il est impératif de procéder de cette manière. Mais pas mal de gens disent qu'il ne faut en aucun cas le faire, et ils expliquent leurs raisons. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous, mesdames et messieurs, en pensez. Faut-il bouger ou ne pas bouger le jour du défilé? Si on bouge, où aller le jour du défilé? Et que faire avant et après cela? Au revoir.